Et c'est la chronique du soir. Nous recevons comme toujours notre consultant politique Agapit Napoléon Maforican pour revenir sur un certain nombre de faits marquant l'actualité nationale au Bénin. Agapit Napoléon Maforican, bonsoir. Bonsoir Omiad, bonsoir à tous nos téléspectateurs. L'actualité est toujours marquée par la pandémie du Covid-19. On démarre par justement le port obligatoire de masques dans les communes du cordon sanitaire et la recommandation faite d'ailleurs aux communes qui ne relèvent pas du cordon sanitaire. Nous démarrons d'abord par nous. Pourquoi certains pourraient se demander même pourquoi les journalistes télé ne portent pas, en fait, pas télé en tout cas. Ici, on ne nous voit pas en masque de protection. Oui, merci Romiad. C'est vrai qu'on a essayé ces 2-3 derniers jours un peu de tous les scénarios. Masque à l'antenne, masque au menton et sans masque. Même tout à l'heure avec Jacqueline, vous n'en avez pas, elle avait au menton. Je pense que ça a fait un peu disparate, ça fait un peu désordre. Il fallait une image unique à l'antenne puisque nous travaillons également pour les autres. Donc ayant fait un tour d'horizon donc des plateaux, je pense qu'il est préférable d'être à l'antenne normalement en prenant toutes les dispositions d'hygiène à l'interne du studio et en respectant les règles, la distance nécessaire. Et nos téléspectateurs nous rappelleront à chaque instant qu'il est exigé de porter son cache-nez, son masque en quittant la maison. Et même à l'interne, quand il y a un certain nombre de personnes, donc quand on n'est pas seul, de le mettre. Mais à l'antenne, on ne le fera pas, sauf recommandation express des autorités sanitaires. Pour le moment, je pense qu'il y a une latitude à ne pas le faire quand on est à l'interne et qu'on n'est pas une foule en studio. C'est un groupe assez. Là, c'est 2, c'est plus 4 avec les distances qui sont respectées. Donc, voilà. Donc, bon, de toute façon, jusqu'à preuve du contraire, et le contraire, c'est l'exigence qui pourrait survenir des autorités sanitaires. Et sur notre antenne, nous veillerons à ne pas mettre le cache-nez, mais les invités qui le souhaitent pourraient les garder, comme on a pu voir M. Todjinou hier, et comme on verra d'autres encore. Voilà. Très bien. D'ailleurs, la prescription, c'est que même quand le journaliste sort du plateau, il le porte. Absolument. Oui, bien sûr. La circulation interne doit respecter la nouvelle réglementation. C'est juste l'image. Il faudrait bien que le téléspectateur découvre l'animateur et entende bien. Et entende bien, voilà. Donc, mais après, ça dépendra aussi donc des exigences et qui pourraient, si ça devient strict au niveau des prescriptions, ça va être. Sinon, à l'interne, la circulation à l'interne respecte toutes les règles. Tout à fait. Et puis, voilà, donc on veillera toujours à les respecter pour le bien du groupe. Très bien. La première journée en ce qui concerne cette obligation faite aux citoyens se retrouvant dans les communes du cordon sanitaire, est-ce que cette première journée a été fructueuse en termes de respect donc de l'observance du port obligatoire de masque quand vous avez quand même parcouru un peu? Hélas non. Mais on connaît les Béninois, ils aiment être parfois titillés. Un tour dans Cotonou entre 8h30 et 11h, c'est 80-85% de port. On pourrait dire c'est acceptable. Mais dans les 85%, on peut constater quand même les masques de toute nature. Et surtout celles qui ne répondent à aucune réglementation. C'est juste des cache-nez, effectivement, comme le mot le dit, cache-nez. On prend un tissu, on met de l'élastique, et on cache le nez et ses lèvres. Et on vous a dit de nous masquer, mais tant mieux, on se masque. Et puis, on n'en parle plus. Voilà, c'est l'impression que ça donne. Et voilà. Et les forces de l'ordre ont été assez pédagogues, disons. Tout à fait. Suffisamment ils se sont retrouvés à côté de ceux qui... Donc, ils lui ont parlé, ils lui ont demandé d'aller s'en procurer. Et le problème, ils sont allés s'en procurer. Ben bon, donc, pour le moment, nous ne sommes pas encore à la qualité apparemment, puisque personne n'exige encore cette qualité. Ben,
il faut quand même que les téléspectateurs comprennent que de deux choses l'une, si c'est se conformer à la réglementation des autorités sanitaires en mettant un cache-nez, bon, ils ont peut-être satisfait à cette exigence, mais ils ne sont couverts de rien. Si c'est juste une toile, enfin, un morceau de tissu, de l'élastique qui pointe, ils ne sont pas très protégés. Parce qu'on ne sait pas quelle est la force de pénétration donc du virus sur les toiles, sur les tissus simples, les popelines par exemple, comme on en a vu suffisamment dans la ville. Est-ce que ceux qui portent de tels masques sont vraiment protégés? On a eu le secrétaire général du ministère de la Santé qui nous a parlé de différentes formes de masques. Je ne pense pas que ce type de masque assure une sécurité sérieuse suffisamment confortable à ceux qui le portent. Bon, ils n'ont pas leur nez vide et libre. Est-ce que ceux-là, quand ils éternuent, est-ce que les particules ne traversent pas pour pouvoir atteindre leur... Donc, d'où la précaution qui est prise toujours par le gouvernement de demander que malgré les masques au cache-nez, il faudrait continuer à garder la distance de sécurité, à respecter les autres mesures préventives. Voilà, exactement. Donc voilà ce que je peux vous dire. Donc, première journée. À Porto Novo, c'est la même situation selon ce qu'on a lu des articles qui ont tourné sur les réseaux sociaux. Donc il est important que les forces de sécurité ne baissent pas la garde et qu'elles commencent par être un peu plus coercitives, peut-être dans 2-3 jours, pour que les récalcitrants se mettent rapidement au pas. Voilà. Très bien. Nous sentons quand même une certaine accalmie. On a parlé de 26 cas, on est toujours là. Bon, on s'en réjouit tout de même. On a parlé de 26 cas qui sont sans doute aux soins. Oui, aux soins, donc voilà, le gouvernement travaille. On a parlé donc de la réception de matériel ce soir, de la chloroquine, d'autres médicaments, d'autres matériels sanitaires. Des masques. Les masques qui sont prévus demain. Voilà, donc bref, il y aura d'autres cas, c'est sûr. Il ne faut pas qu'on se leurre. Mais assurons-nous déjà de ne pas être des vecteurs de la propagation. Assurons-nous déjà individuellement de ne pas être des vecteurs de la propagation. Vous avez écouté le directeur départemental de la santé de Bogo, de la Takora d'Ongla. Vous voyez que dans ce lot de voyageurs qui les avaient laissés, c'est comme ça que des gens qui ont le virus allaient continuer à propager. Donc il y aura d'autres cas, c'est sûr. Et les mesures préventives actuelles nous permettront, on espère vraiment, si tout le monde joue le jeu, de limiter la saignée et que permettre au gouvernement donc de pouvoir faire face aux cas qui vont survenir. Très bien. Nous allons maintenant ouvrir la brèche politique. 39 on n'a pas parlé de la prorogation la prorogation, effectivement, c'est toujours dans le cadre justement, c'est dans le cadre de la lutte, tout à fait, la prorogation des congés anticipés du deuxième trimestre d'ailleurs, ce qui a provoqué quand même le réaménagement et également les nouvelles dates d'examen à partir du 6 juillet, le CEP, jusqu'au 20 juillet. Ah oui, absolument. C'est dans la continuité de donner une chance à ces mesures. Parce que si l'école reprenait aussi... C'était tout de même prévisible. Oui, absolument, c'était prévisible. Mais comme on s'est dit ici, nous ne rentrons pas dans la tête des autres. Tout à fait. Les responsables sont là, ils sont dans leur mission, dans leur fonction. Ils ont toutes les informations, ils analysent comme bon leur semble, ils prennent les décisions qu'ils jugent utiles et nécessaires pour le peuple. Donc, nous, on ne peut pas se lancer dans les conjectures. On peut avoir des idées, on peut y mettre nos avis, mais on peut jamais prétendre nous mettre à leur place pour pouvoir prendre ces décisions. Donc, effectivement, c'était prévisible. Bon, tant mieux, elle a été prise. Tant mieux. Je pense que les enfants seront mieux encadrés à la maison, c'est sûr. Il faudrait que les parents aussi, bien, dans le cadre quand même les exigences actuelles, vous n'avez pas grands endroits à fréquenter entre le boulot et la maison. Donc, que les parents se donnent le devoir, l'exigence de suivre les enfants et de faire en sorte qu'à la main, à l'interne, les mesures de prévention
les mesures de sécurité sanitaire qui sont données soient respectées, même dans le cadre familial, puisque les parents sortent, rentrent, sortent. Donc, il ne faudrait pas que... Et tout à l'heure, il y a un visuel que vous avez très mal commenté dans le cadre de Covid. Ici, il faut dire d'ailleurs, c'est par rapport à l'entrée chez soi. Avec le virus, il faut prendre les précautions. Je pense que c'est intéressant, c'est suffisamment intéressant pour que vous puiez rappeler on a dû le commander un à un, puisqu'il n'y a que 7 points. Tout à fait. Et donc, dès l'entrée à la maison, toutes les précautions telles que c'est donné, c'est des soucis, de descendre les habits, les faire passer en même temps à la lessive, tant qu'on peut, mais c'est ce qui est conseillé, se laver les mains maintenant, et puis après, passer donc, une à une, donc, les étapes. Ça aurait été intéressant de désinfecter un peu tous ces objets qu'on a côtoyés pendant toute la journée, d'une manière ou d'une autre. Et là, vous êtes en mesure maintenant d'approcher ceux qui sont à l'interne. Parce que sinon, vous ramenez tout ça à la maison. Et ils sont tranquilles et vous leur balancez les choses. Peut-être qu'on a 16 trucs sur un ou deux sur un habit, vous donnez ça à votre enfant. Et voilà, il capte l'affaire et puis on n'en parle plus. Non, donc je pense qu'il faut faire beaucoup attention. En fait, c'est une maladie, c'est un virus. Avec tout ce qu'on a appris, très, très, très sournois. Très, très, très sournois. Et chaque jour d'ailleurs, on continue pas à apprendre sur la maladie. Donc il faut faire on ne peut pas vivre, on ne doit plus vivre comme avant. On doit changer tout dans les comportements, dans les manières de percevoir, dans les manières d'agir. Donc à chaque instant, à chaque moment, on doit y penser. Donc je pense qu'il va falloir revenir sur ce visuel qui est intéressant. Tout à fait. Et essayer d'expliquer quand même les étapes, que lorsqu'on rentre chez soi, ce qu'on peut faire pour ne pas ramener la maladie à la maison. Très bien. Bon, donc on estimait aussi que le gouvernement pouvait aller encore plus loin en ce qui concerne la date 10 mai. On pourrait aller plus loin parce que, bon, à y voir, on se dit, bon, cette pandémie, il y a beaucoup, ça risque d'aller jusqu'en... Et pourquoi il ne laisse pas le soin au gouvernement d'analyser la situation au fur et à mesure de prendre ses dispositions? Et eux ne sont pas élus, ils ne passent. Vous savez, 11 millions de Béninois, 11 millions de gouvernants possibles. Chacun est président, chacun veut prendre des décisions. Il suffit que c'est un seul qui prend. Donc, et il a une équipe autour. Donc, oui, chaque Béninois pense qu'il peut prendre des décisions et donner tout dans l'autre. On ne pense pas à la démocratie directe, sinon chacun dirait ce qu'il pense. Vous voyez comment ça va être cacophonique. Voilà, donc effectivement, pourquoi vous voulez qu'on dise que bon, voilà, c'est en juillet, c'est en juin? Donc, si le gouvernement analyse d'ici la mi-avril et voit d'ici le 25 avril et voit que bon, la situation le mérite, il prendrait la décision. Pourquoi il ne faut pas aller parce qu'il faut valider l'année. Chaque jour de rester libre pousse l'année scolaire un peu plus loin. Donc, le gouvernement joue un peu sur la balance et au fur et à mesure essaie d'ajuster autant que faire se peut dès qu'il a les informations qui lui permettent ou les situations qui lui permettent d'avancer ou de... C'est pas facile. Gérer la crise oblige à analyser beaucoup de paramètres, on l'a dit déjà une fois. Chacun reste dans son petit coin et dit mais le gouvernement aurait dû. Lorsqu'on a appris quelque chose de là-bas, de notre gouvernement, on dit ah mais nous on aurait pu faire ça en oubliant que nous avons des réalités qui sont les nôtres, qui ne sont pas les mêmes. Le gouvernement ne peut jamais faire autant pour satisfaire tout le monde. Mais je pense que ce que fait le gouvernement est déjà suffisamment beaucoup. Si chacun faisait la part qui lui revenait, je ne pense pas qu'on serait obligé même de repousser la rentrée de mai prochain. Espérons. Très bien. Je le disais, Agapit Tamponoma Forican, après Boni Yayi, 39 autres membres du parti FCBE abandonnent. Paul Humpé et compagnie. Voilà. Quel regard portez-vous sur cette actualité de FCBE? Bon, à force de parler de FCBE à chaque instant, je crois que c'est l'actualité. C'est très loin d'être l'actualité. Comme je vous l'ai dit, FCBE est un parti comme tout autre. Ça a eu la chance d'être une alliance de gouvernement.
Oui, et quand on entend certains parler, on a l'impression que c'était un parti, ça n'a jamais été un parti. Il faut au moins que ceux qui démissionnent, quand on dit c'est le parti de Boni Yayi, non, c'est pas son parti. La preuve en 2011. Mais c'est lui qui l'a créé. La preuve en 2011, des gens ont créé d'autres alliances. Qui l'a soutenu, il a soutenu. Il y a eu d'autres listes qui étaient aux législatives contre le FCBE, et qui ont été soutenues par le président Yahi et qui ont gagné, et dont des leaders ont été membres du gouvernement. Donc, FCBE, il y a des gens dans FCBE qui n'ont pas gagné et qui ont été éjectés du gouvernement en 2011. Donc, ce n'est pas si... Oui, c'est vrai, c'est sous lui que ça a été créé. C'est vrai. C'est une alliance créée sous lui. Mais il n'a jamais déposé la marque. En principe, en propriété, la propriété privée ou bien le droit d'auteur sur une marque ou sur un produit. C'est tout de même un leader charismatique. Ça a des exigences, donc ça n'a pas été fait. C'est sans doute même Paul Ngba n'a jamais dit qu'il n'est pas le leader charismatique. Après, c'est le gars de... En fait, ce qu'il y a à l'intérieur, quand vous écoutez certains militants, ce qu'il y a à l'intérieur, c'est justement la guerre, c'est le problème, c'est le mal-être du président Yahi. Son mal-être à avoir laissé le pouvoir, enfin, il n'a pas encore digéré de ne pas être, de ne plus être au pouvoir. Il n'a pas digéré que celui qu'il a peut-être considéré comme son adversaire, peut-être réussi mieux que lui, là où lui n'a pas réussi. Il n'a pas digéré, peut-être que certains, peut-être qu'ils se voyaient encore un nouveau destin. Je ne sais pas, on est en conjecture, je veux dire, donc. Alors, ceux qui l'ont suivi, bon, j'ai écouté quelqu'un comme Elegbe qui dit oui, bon, je vais le suivre, oui, voilà, partout il ira, bon, tant mieux que cela l'accompagne, parce qu'en réalité, Elegbe, on l'a vu depuis le PAPB, il était là, il était avec le coup du PAPB, avec Soglo, du Renouveau démocratique, avec le coup du Renouveau démocratique, avec Yahi. Bon. Même s'il ne fait pas toute campagne pour eux, il arrive toujours à se retrouver dans l'arène. Je pense que, bon, ça montre un peu cette manie que les gens... Donc, du coup, il a joué un rôle à la présidence autour de Yahi. Bon, donc, finalement, il n'a pas trouvé mieux d'autres que... Il reste. Donc, beaucoup existent comme ça, même pas mieux, ils restent. C'est leur droit. Si vous n'avez pas mieux, vous restez. Si on ne sait pas où on va, on reste là, on est, non. Mais il y a d'autres qui estiment qu'ils ont aussi de nouveaux défis à relever. J'ai écouté des gens qui ont déploré le départ de Yahi en estimant que c'est le leader spirituel, charismatique, c'est le père du parti. Mais ils estiment en même temps que le parti doit se relever de ça. Et peut-être lui montrer que sans lui, il peut tenir. Tout comme on le dit, que l'élève doit tuer le maître, l'enfant, le père, que oui, Yahi a peut-être contribué à mettre l'FCB en place, mais que l'FCB peut lui montrer que sans lui, il peut aller plus loin, quitte à lui remettre le sésame, à le retourner, comment on peut dire, le trophée éventuellement qu'ils auraient, que leur trophée c'est d'avoir quelques députés, d'avoir quelques élus importants pour avoir des maires. C'est ce qu'ils estiment. Ils peuvent ne pas gagner. Ils peuvent, même avec Yahi, ils n'étaient pas sûrs de gagner. Comme je l'ai déjà dit, c'est pas si évident. Mais c'est une challenge aujourd'hui pour eux, surtout. Je vous ai dit le contexte dans lequel les FCB originels sont déjà tous partis. Les partis qui ont créé originellement le FCB, la plus 95% de ces partis, pour ne pas dire les 100%, sont partis. Donc il reste ça, c'est des personnes, c'est des personnalités que Boni a fait venir au gouvernement, comme Paul Ngba lui-même, qui était maire de Bopa. C'est des personnalités comme Yaharou qui était il fait militaire, si je me trompe. Donc, non, c'est un ENAC. Donc, il y a un certain nombre de personnalités qui sont venues comme ministres, qui sont venues comme directeur général, comme Bako, par exemple, qui n'y étaient pas au départ. Donc, beaucoup sont devenus FCB parce qu'ils ont été nommés par le président Yahi. Donc certains lui sont reconnaissants, ce qui est normal sans doute, mais il y en a qui sont militants parce que j'estime que oui c'est Yahi qui nous a nommé, mais nous on est des militants, nous sommes membres de partis politiques, un parti
C'est une vision, c'est pas un homme. Et surtout, il estime que Yahya a fait son temps. Il a été élu 5 ans, renouvelable une fois. La Constitution ne lui permet pas de penser, de rêver qu'encore à rien à venir. Il a une aura il a son aura, il a une personnalité, il a dirigé le pays. C'est un père spirituel du parti et peut-être du pays. Mais il ne peut plus impacter la vie du parti. Quand c'est dit comme ça, c'est quand même simple. Donc, je pense que c'est ce qui s'accroche à la personne de Yahya. Je pense qu'il personnalise le débat politique. Comme le président Yahya même semble s'en accommoder. Ce qui est quand même dommage. Parce qu'en réalité, un parti, c'est un mouvement. Et c'est là qu'il faut saluer à nouveau encore la réforme de certains partisans. Parce qu'en réalité, les nouveaux partis qui se créent, c'est peut-être pas encore le socle solide. J'ai entendu Laurent Delors-Faton qui parlait des démissions ici et là. C'est normal. On va connaître ces soubresauts encore peut-être sur 10 années. C'est pas encore grave. Mais on ne retournera plus en arrière. Des partis de Rouy, de Maforican, je pense que c'est parti pour disparaître. Parce qu'on ne peut pas tenir. On ne peut d'autant pas tenir que regarder le Moël. Vous regardez le Moël aujourd'hui avec Jacques Ayadji, malgré tout ce qu'il déploie, tous les moyens qu'il y met, sans doute avec d'autres amis, tant que le parti ne réussit à aller aux élections pour gagner des sièges. Non, d'ici à là, le parti va se retrouver dans l'obligation de disparaître. Ou alors de s'allier à l'un des grands blocs, puisque le parti existe avec un fonds de représentativité déjà et des militants visibles, une personnalité charismatique comme Jacques Ayadji. Donc, tout ça peut aller être bien replongé dans un des grands partis qui existe, avec également une négociation d'un espace de visible d'expression. Vous voyez. Donc, c'est ce qui pourrait peut-être se négocier entre 2021 et 2023 avant les prochaines législatives. Donc, la posture de Boni Yayi sur le parti, Boni Yayi parti, les FCBE peuvent redémarrer une nouvelle vie. Leur vie ne peut pas être liée à Yayi Boni. Après les élections, ils disent qu'ils sont dans l'opposition. Après les élections, ils peuvent voir concrètement ce qui va se passer en 2021. Ils peuvent se replonger dans la candidature du président Talon, s'il se représentait. Tout comme ils peuvent se retrouver dans une candidature interne au parti et aller rechercher les parrainages. Comme ils peuvent se retrouver dans une autre candidature. Je pense que les FCPE doivent apprendre à faire ça, vivre sans Yayi. Ça, c'est la meilleure des choses. Parce que ça nous permettrait de décrisper l'environnement. Maintenant, si Yayi va créer un nouveau parti, bon, ils vont qu'à les créer. On verra là maintenant quelle est l'orientation, quelle est la vision, quelle est la perspective. Parce que dans le cas d'Express, on ne voit pas la perspective de FCBE. On ne voit pas, enfin, quand on s'accroche à Yayi, qui fut quand même président, d'accord, une fois, comme dit Kérékou, Dieu merci, d'une fois, encore Dieu merci, et le président Yayi, lui, il a encore eu le Graal, c'est-à-dire du chaos de 2011, mais quand on a ça, mais ne pas le reconnaître à Dieu et bénir les successeurs, ce n'est pas, c'est une trop grande vision portée sur soi, qui n'est pas bien. Et ceux qui soutiennent ça, quand je vois certains en transe soutenir, ce n'est pas ça la République. Je pense qu'on ne peut pas conjuguer la République au passé. Il faut le conjuguer, il faut la conjuguer au futur et au présent, quitte à honorer les autres. Et la Constitution les a déjà honorés. Les anciens présidents ont une situation. Car il prend la parole, il ne peut pas prendre la parole comme moi. Bon, sa voix compte. Et ça doit suffire. Sa voix n'est pas votre voix, n'est pas la mienne. Les présidents parfois les consultent, les appellent. Ils sont consultés dans les choses. Donc, ils ont déjà ce rôle à jouer. Il ne faut pas qu'ils s'en aillent. S'ils veulent continuer à jouer un rôle politique, bon, là, il a l'attitude de créer, avec les siens, un nouveau parti. Dans le cadre du nouveau système partisan, du coup, ils rentreront dans le dispositif qu'ils ont reproché aux autres. Ils ont reproché aux autres de s'être soumis au désidératat de l'exécutif du ministère de l'Intérieur pour aller prendre le récépissé. Mais s'ils veulent exister comme parti, ils sont obligés de créer un parti, ils vont rentrer dans les exigences de la loi. La loi représente peut-être que c'est la perspective, puisque bon, ils sont quand même 39, à voir que 8 auparavant avaient démissionné.
et 77 pour le bureau total. Donc, Paul Humpert se retrouve avec 30. Donc, il pourrait penser à créer une autre. En tout cas, non, mais j'ai l'impression que vous donnez à cette démissionnaire une sorte d'onction. Il représente que, comme je représenterai moi-même que je démissionne d'un parti. Pourquoi démissionner d'un parti devient, le politique pose le problème de FCBE. Il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'un seul. Donc du coup, les démissionnaires peuvent créer 1000 partis, peut-être deux. Ça, c'est leur latitude. Mais nous parlons, les FCBE vont exister. D'autres, il peut créer, on a eu FCDB. C'est des dérivés de FCBE. Le ministre Toleba, il a exercé des hautes fonctions sur Yahi. Ministre, directeur général, donc tout ça, il a FCDB. Mais la République n'est pas tombée. Ils sont même allés, lui, ça dit que lui n'est pas opposant. Donc du coup, ouais, il y a une telle arrogance de certains qui pensent qu'ils peuvent octroyer comment on appelle, des primes, hein, des palmes d'opposition ou de majorité à certains, de les retirer à d'autres. Et ils ont la latitude de qualifier qui est où qui est. Mais c'est de l'extrémisme. Donc, il faudrait ramener la pratique politique au niveau du militantisme. Chacun est libre d'appartenir au camp qu'il veut. On a beau avoir sur de telles personnalités aujourd'hui, qui plus est n'est plus qualifié à l'action dont on parle. Un parti, c'est conquérir et exercer le pouvoir d'État. Ce n'est pas mettre les bâtons dans les roues de celui qui est là. Ce n'est pas faire des anicroches. Ce n'est pas continuer une résistance ethnico, je ne sais pas, régionale à celui qui est là. Ce n'est pas ça un parti. Donc du coup, il faudrait que les gens quittent leur posture actuelle. Alors donc pour moi, je pense que les démissionnaires ont le mérite au moins de clarifier le jeu. Et si les autres abandonnent, parce que je sens certains désolés, c'est quand même dommage. S'ils abandonnent, c'est dommage pour eux. C'est maintenant qu'ils doivent s'agripper, hein, et montrer qu'ils peuvent exister. Et qu'à un moment donné, lorsqu'on vous met à un certain niveau, vous devez prendre votre indépendance, tout en étant reconnaissant à celui qui vous a haïssé, mais prendre votre indépendance et lui montrer qu'il n'a pas eu tort d'avoir eu confiance en vous. Donc, il ne s'agit pas pour eux, les Paul Humpert, Yaro, Gaba, tout ça, d'être arrogants. Non, ils ne le sont d'ailleurs pas. Ils continuent de penser que le président Yahi est leur leader charismatique. C'est bien. Mais après, il faut qu'ils continuent le chemin, qu'ils gagnent les élections, qu'ils ne soient même pas qualifiés au siège. Ça ne peut rien dire. Il y a des partis qui n'ont pas passé ce cap. Donc du coup, c'est à eux de passer ça, de passer à eux. Et que nous-mêmes, commentateurs de l'actualité, qu'on sache où aller. Parce que comme je dis, si on conjugue la République au passé, c'est quand même dommage. Regardez les défis à relever. On n'a pas de coronavirus. Tout le monde est mobilisé contre cela pour que la vie redevienne normale. La vie ne peut pas redevenir normale avant dans 6 mois. Si toutes les mesures d'aujourd'hui promettent portent leurs fruits, tout ne peut devenir normal que dans 6 mois. Vous voyez, il y a de grands défis devant, il y a quelques éclaircies, mais il y a aussi beaucoup d'ombres. Et c'est de ça qu'il faut parler, et non du passé. Du passé. Voilà, donc pour moi, je pense qu'il va falloir qu'on conjugue cette affaire de démission, de ci ou de ça, quelque part. Et que ceux qui veulent continuer à vivre leur passé glorieux, qui continuent à le vivre, mais que le peuple, que le Bénin vive son présent et son avenir, certain ou incertain, mais mobilisé autour des efforts des pouvoirs publics, autour des efforts, des pouvoirs moraux, des religieux, des religieux, de tous ceux qui aujourd'hui se battent pour que le coronavirus devienne une fausse affaire, une affaire du passé. Histoire. Je pense que c'est cela le défi à relever. Voilà. Très bien, merci. Nous allons parler très rapidement d'un autre parti, c'est bien le parti Moël Bénin. Je vais en parler tantôt. Oui, tout à fait, mais bon, spécifiquement parce que Moël Bénin avait saisi la Cour suprême, malheureusement, le parti a été débouté. Ouais. Bon voilà, il va falloir attendre de lire la décision, la règle, ça dépend de comment on l'appelle. Mais c'est bien, ça permet au droit de se nourrir. Ce qui est intéressant, c'est la posture des responsables du parti. Quand la Sénat les avait disqualifiés, l'avait rejeté leur dossier, ils ont demandé, bon même s'ils n'ont pas toujours... À connaître les motifs avant de saisir. Mais bon, ils ont quand même demandé aux populations d'être calmes, à leurs militants. Et ce soir, je pense qu'il a circulé un communiqué donc de Moël Bénin qui demande, signé de son secrétaire général,
c'est Fils Bewabia qui demande aux militants. Donc voilà, donc la décision est prise, il se plie. Après, on va écouter leurs commentaires peut-être, mais bon, mais tout ça, c'est bien. Je pense que MPL est passé au contentieux, c'est plié. Voilà, se passe et se plie. Ailleurs, on va dire que les gens sont achetés, mais bon, voilà, on n'est pas. Je pense que c'est de très belles leçons à ceux qui, peut-être à ceux d'en face, qui montrent une triste histoire de la pratique de la politique et qui peut-être ils sont en train de dévaluer tous les discours. De bons discours peut-être, mais tous les discours prometteurs qu'ils avaient peut-être tenus en des moments donnés, je pense qu'ils dévaluent tout ça par une sorte d'égocentrisme débordant enfin, ou désolant. Je pense qu'il faut saluer les postures de Moël Bénin et peut-être avant Moël, de MPL aujourd'hui, hier, et espérer que les institutions en charge des élections vont continuer à jouer leur rôle comme elles le font et que les autres acteurs feront continuer à leur faire confiance. Bon, voilà. Mais cela dit, on attend peut-être des commentaires. Tout à fait. Pour avoir des commentaires de Moël et peut-être le fond de la décision. Quand on aura le fond, on pourra peut-être aborder quelques aspects des considérations qui ont été pris, qui ont plus de la valeur dans la décision de la Cour suprême. Voilà. Très bien. Voilà, nous allons finir par... bon, on est en train quand même de parler des 4 ans, de faire un peu le bilan. Aujourd'hui, c'est le bilan économique et tout à l'heure, nous aurons droit à un plateau de débat. Voilà. Bilan économique, 4 ans après, le bilan est-il réalisant au regard des promesses faites, au regard des attentes placées en Patrice Talon? Bon, allez, écoutez, moi, au regard des promesses faites, je garde le promesse le nouveau départ, et je garde la coalition de la rupture, je garde le Bénin révélé comme le gouvernement, comme le programme d'action du gouvernement. Après, les indications fixes de la campagne ne peuvent jamais être ce qui s'exécute. Quand vous voulez aller au pouvoir, et que vous n'avez jamais exercé, il faut vous projeter. Vous analysez une situation de dehors. Vous ne la connaissez pas totalement de l'intérieur. Ensuite, c'est le terrain qui commande. Donc, j'ai lu 22% des promesses tenues, 45% des promesses tenues, présimètre, machin, tout ça. Là, je dis, mais bien. Dans la plateforme des tout ça, c'est bien. Mais tout ça, c'est des créations, c'est de la littérature, c'est des indicateurs. Bon, mais la réalité du terrain appartient à celui qui gouverne. Et toutes les actions... par exemple, les milliards qui sont injectés dans la gestion du Covid ne sont pas dans le programme d'action. C'était pas prévu. C'était pas prévu. Alors, comment on va le mettre, lui? Donc, et depuis 3 mois, depuis 2 mois, 3 mois maintenant, lui, 2 mois pratiquement, le gouvernement gère cette crise. Et on ne sait pas jusqu'à quand. Donc, et il met toute son énergie. Comment on va le qualifier? Donc, il y a eu des moments comme ça. Il y a eu des moments comme ça, le gouvernement a géré des moments de crise. La crise post-électorale de l'année dernière qui a été gérée, avec les moyens qui ont été mis, avec un certain nombre de biens. Donc, tout ça n'était pas prévu. C'est-à-dire que la gouvernance, c'est entre le programme, entre le projet de société et l'exécution d'un programme. C'est plutôt le programme qu'on analyse, c'est pas les promesses. Les promesses sont juste des projections. Le programme d'action est déjà l'indication claire de la vision pour pouvoir évaluer un homme finalement élu, une femme finalement élue, en tout cas une équipe en place dit ce que nous allons faire. Donc déjà on est blé. Est-ce que le bilan a été absolument le bilan économique, quel bilan n'a pas été réduisant? Toute proportion gardée. Quel bilan n'a pas été réduisant? Je pense que tout le monde est d'avis que c'est le meilleur bilan de l'histoire, quand même, de toute l'histoire du pays. Et que ça, c'est pas exagéré. C'est le meilleur bilan de toute l'histoire. Après, on va soulever toujours des bémols. Oui, on n'a pas bien redistribué. Non, on n'a pas bien... tout à fait, le panier de la on a beaucoup, voilà, on a emprunté trop sur le... Tout ça, mais chacun sa vision. J'ai dit 11 millions de Béninois, 11 millions de présidents, de présidentiables, sans doute. Enfin, on laisse les mineurs de côté et les plus de 70 ans de côté. On va vous retrouver peut-être, je ne sais pas à combien, à la moitié de présidentiables. Donc, même ceux qui n'ont pas l'âge se sentent présidentiables. Et ceux qui ont fini de passer leurs 2 mandats se sentent encore présidentiables. Donc, vous voyez, il y a tellement, tout le monde veut prendre les décisions. Et donc, ceux qui sont là, je pense, dans l'orientation qu'ils ont donnée, dans les décisions qu'ils ont prises pour le pays, c'est de très bonnes décisions. Et en matière économique,
Le Bénin s'est retrouvé. Les grands indices, nous y sommes. Aujourd'hui, au niveau, le Bénin tape. Il y a un indice sur lequel j'ai quand même eu la chance de travailler un tout petit peu avec le régime précédent, c'est le Doing Business. J'ai eu l'honneur d'assurer la communication au sein du comité présidentiel de l'investissement. Et je sais comment l'équipe du CPI, en tout cas l'équipe exécutive du CPI, M. Nasseyahi et M. Aurel Ongwedji travaillaient énormément sur les indicateurs. Les ministres ne répondaient pas. Mais Nasseyahi et Aurel Ongwedji étaient vraiment, c'était un bon duo. Après, ils ont des cadres qui les appuyaient. Et donc, c'est dire que en matière économique, aujourd'hui, le gouvernement il n'y a plus de CPI, il n'y a pas de conseil présidentiel de l'investissement. Le dossier est géré directement par un ministère, pas un ministère de l'économie et des finances ou le ministère du commerce. Mais il y a beaucoup de choses qui se font. La pièce travaille énormément sur pour la création, pour absolument. La création des entreprises. Et les plateformes qui se créent beaucoup d'actions en matière de l'assainissement du climat des affaires sont menées. Donc, quand vous regardez la lutte contre la corruption, c'est toujours la gouvernance économique, c'est un peu politique, mais aussi économique. Parce que les fonds... Il faut rassurer les investisseurs. Non seulement il faut rassurer les investisseurs, mais il faut faire en sorte que les fonds ne soient pas dispersés dans les poches privées. Donc, un certain nombre de mesures internes de surveillance ont été prises. Et ensuite, le gouvernement a retrouvé un mode. On sait qu'on se rend compte que c'est vraiment des privés qui sont là, puisque le président Talon, qui connaît ce monde, dont il a d'ailleurs royalement parlé à Dakar, sait comment aller à la recherche du fonds. Donc le rebond de lancer les emprunts obligataires qui permettent donc de financer des projets. Donc du moins quand il va trouver l'argent où lui c'est où il faut trouver l'argent. Et donc on a investi et l'État a investi. Quand vous regardez par exemple le projet asphaltage qui est déjà à sa deuxième phase, les phases d'embellissement et autres, c'est pratiquement le budget national. Ça veut dire quand même quoi? Ça veut dire qu'on a rationalisé les fonds publics et on les a remis dans le développement. C'est cela. Donc, la gouvernance économique, je pense que les économistes en parleront beaucoup plus avec beaucoup de doigté. Et notre confrère, notre chroniqueur, nous aurait pu être là ce matin pour le faire. Il est un peu indisposé et on lui souhaite un prompt rétablissement. Espérant qu'on aura l'occasion de l'écouter en long et en large, avec beaucoup de pertinentes analyses sur la gouvernance économique. Tout à fait. Très bien. Merci Agapit Napoléon Maforican pour ces moments d'échange. Chers amis téléspectateurs, c'est fini donc pour ce numéro de votre émission Le Grand Soir. Nous allons vous retrouver demain, mais en attendant, vous suivrez après moi, enfin pas après moi, après le grand soir, puisque je reçois justement de personnalités spécialistes des questions économiques justement, et nous allons parler du bilan économique 4 ans après. Après il y aura l'enchaînement avec, tout à fait, avec le plateau, le temps des moissons, le cas de vie. Voilà, donc restez avec nous.